Un tueur en série a plongé l'Amérique dans l'horreur, une totale psychose pendant des semaines, en ne faisant pas qu'une seule victime, ni même deux, mais bien 16. Tout commence en octobre 2002, un an après les attentats du 11 septembre. Nous sommes dans une petite ville du Maryland, dans un magasin. Une vieille dame qui veille, comme tous les jours sur sa caisse, discute avec ses clients et collègues. Lorsque d'un coup, la vitrine éclate. Quelqu'un vient de tirer une balle sur elle. Heureusement, il n'y a aucun blessé à déplorer. Et la petite dame s'imagine qu'il s'agit d'une balle perdue entre deux gangs, comme ça arrive malheureusement assez souvent dans la région. Mais elle se trompait fortement. Ce n'était que le début d'un cauchemar qui va assombrir les États-Unis. 1 heure plus tard, à seulement quelques kilomètres du magasin, un homme qui faisait ses courses dans une épicerie se prend une balle dans la tête. Il meurt sur le coup. Même si les 2 tirs ont lieu à quelques minutes d'intervalle et ont retenti à 2 endroits très proches, la police ne fait aucun lien entre ces 2 coups de feu. Pourtant, l'auteur de ces tirs est bien la même personne et elle ne compte pas s'arrêter là. La nuit passe, les médias ne prennent même pas la peine de relayer ces 2 incidents, mais le lendemain matin vers 7h, un homme qui est en train de jardiner se fait tirer dessus. Ce sont les voisins qui ont découvert le pauvre homme allongé par terre, inerte. 30 minutes après, c'est du côté d'Aspen Hill qu'un chauffeur de taxi en train de prendre de l'essence se fait tirer dessus. La police a à peine le temps d'arriver à la station-service qu'on les appelle pour leur signaler un autre meurtre. Il n'y a eu que 20 minutes qui se sont écoulées entre les 2 coups de feu. Sauf que cette fois, il y a un témoin. Il explique que la victime était en train d'attendre un ami au bord de la route et qu'une camionnette blanche lui est passée devant et a tiré sur elle. Et là encore, la police a à peine le temps d'enregistrer le témoignage qu'on leur signale une autre victime quelques mètres plus loin. C'est de la folie. Les autorités locales sont complètement débordées et dépassées par la situation. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Y a-t-il un lien entre toutes ces personnes? Pourquoi en moins de 24 heures, 5 femmes et hommes ont été abattus de sang-froid? Y a-t-il plusieurs tueurs? Quelles sont leurs intentions? Pendant des heures, la police cherche une explication. Le seul point commun qui peut être relevé, c'est le secteur géographique. La police se réunit donc d'urgence et retrace la trajectoire de la camionnette sur une immense carte. Et là, vous vous doutez bien que les médias locaux commencent à relayer l'information, qui sera bientôt diffusée sur toutes les chaînes d'infos. Il n'en faut pas plus pour faire paniquer tout le pays. Les Américains se demandent s'ils peuvent encore sortir de chez eux en sécurité. Les écoles sont fermées à double tour et les camionnettes blanches et les pick-up blancs sont tous arrêtés par sécurité. Si certains succombent à la peur et s'enferment chez eux, d'autres décident de promener leurs chiens et de ne pas céder à la panique. C'est le cas d'un monsieur âgé de 72 ans qui se fera tirer dessus en début de soirée. Le cauchemar recommence. Mais cette fois, le médecin légiste retrouve des morceaux de balles qui ont éclaté dans le torse de la dernière victime et les envoie à un laboratoire pour analyse. Le bilan est clair. Toutes les balles proviennent de la même arme. Et celui qui a tiré avec a bien décidé de tuer sa proie en un coup. Ce sont des munitions très légères et rapides. Et comme elles sont très légères, elles se brisent au moment de l'impact, laissant des morceaux à l'intérieur du corps. Et peu de temps après les premières victimes, le FBI ne tarde pas à se pencher sur l'affaire. À cause du traumatisme lié au 11 septembre, le FBI avait peur de faire de nouveau face à des terroristes. Mais finalement, les agents fédéraux pensent qu'il s'agit d'un tueur en série, car il se déplace. La preuve, une nouvelle femme vient de se faire tirer dessus. Heureusement, celle-ci arrive à s'en sortir, mais son pronostic vital est engagé quand les secours arrivent. En survivant à cette nouvelle attaque, la femme a dû faire peur au tueur car il ne se manifeste pas pendant près de 48 heures. Mais les gens sont quand même très anxieux à l'idée d'aller travailler. Tout le monde se dévisage et sursaute au moindre bruit anormal. Il y a vraiment une ambiance très anxiogène qui plane dans les rues. Tout le monde est sur les nerfs. Un matin, il va y avoir une nouvelle victime. Et cette fois-ci bien plus jeune que les autres. Iran, âgé seulement de 13 ans. Il est parti au collège, comme tous les matins, et s'est pris une balle à quelques mètres de son établissement. Il était tellement proche de son établissement qu'un prof a vu toute la scène et a couru pour essayer de stopper son hémorragie. Mais lorsque les secours arrivent, il a déjà perdu connaissance à cause de tout le sang perdu et sombre dans le coma. Si la balle a touché son torse, elle s'est désintégrée dans tout son corps et a percuté sa rate, son estomac et ses poumons. Les médecins l'opèrent pendant des heures et finissent par sortir du bloc. Enfin soulagé, Iran est sauvé. Mais cet événement va traumatiser tout le monde et assombrir un peu plus le tableau.
Le message du tueur est clair, il peut aussi s'attaquer aux enfants, il n'a aucune limite. Mais sur la scène de crime, la police fait une découverte étonnante. Les chiens repèrent une douille et une carte de tarot sur laquelle est écrit « Appelez-moi Dieu ». Mais qu'est-ce qu'il cherche à dire ? Pourquoi le tueur tente-t-il d'entrer en contact avec la police ? Quelles sont ses intentions ? Va-t-il réclamer quelque chose ? À partir de là, les journalistes vont tout faire pour décrocher un scoop. Ils essayent de suivre le FBI et de s'incruster sur les scènes de crime. Pour éviter de lancer de fausses rumeurs, comme cela arrive souvent quand on sème la panique, le FBI décide de transmettre aux infos le profil du tueur. Selon eux, il s'agirait d'un homme blanc d'une trentaine d'années, peut-être un ancien militaire, qui aurait développé une obsession divine. En gros, il se prendrait pour Dieu et aurait un pouvoir de vie ou de mort sur la population. Une fois que le profil est diffusé dans les médias, le tueur fait encore silence radio pendant 2 jours. Et au bout du 2e jour, 2 autres personnes se font tirer dessus. La première est en train de faire ses courses et la seconde fait son plein d'essence dans une station d'essence. Des situations très similaires avec les victimes précédentes. Les gérants des stations-service décident alors, pour protéger leurs clients, d'installer des bâches autour des pompes. Et les journaux commencent carrément à donner des instructions de survie pour les personnes qui souhaiteraient sortir dans la rue. Et expliquent que la meilleure solution pour survivre, ce serait de marcher en zigzag. Mais malheureusement, vous allez voir que rien de tout ça n'arrêtera le tueur. Il fera sa 9e victime en octobre 2002, 2 semaines après le début du massacre. C'est une certaine Linda Franklin. Sauf que Linda, ce n'est pas n'importe qui. Elle travaille pour le FBI. Elle était garée sur le parking d'un magasin de bricolage avec son mari quand elle a reçu une balle dans la tête. Son mari a donc tout vu et a pu donner plein d'informations à la police. Mais toujours pas assez pour déterminer un profil. Mais là, tout va basculer lorsque les autorités vont recevoir un coup de fil. Au bout du fil, c'est le tueur. Et c'est alors que commence un chantage très coûteux, car en échange de 10 millions de dollars, il annonce qu'il arrêtera cette boucherie. Sinon, il va continuer à sévir dans la ville de Montgomery, dans l'État de l'Alabama, où il a déjà exécuté quelques mois plus tôt 2 femmes. À l'époque, personne n'avait résolu l'enquête, et surtout personne n'avait fait de lien entre ces 2 anciens meurtres. Le FBI décide donc de rouvrir l'enquête et s'aperçoit qu'il y avait une empreinte digitale qui avait été relevée. Les agents recomparent l'empreinte digitale avec la large base de données d'immigration et de naturalisation américaine. Et miracle, ils découvrent que l'empreinte appartient à un certain Lee Boyd Malvo. Ils tiennent enfin l'identité du tueur. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Pour mieux comprendre cette histoire sordide, il faut traverser l'océan et se rendre aux Caraïbes sur l'île d'Antigua. Lee a 15 ans lorsqu'il arrive sur l'île. De base, il est originaire de Kingston, en Jamaïque. Et on va dire que sa famille était clairement dysfonctionnelle et abusive. Lorsque sa mère a quitté son père il y a quelques années, elle lui a fait croire qu'il était mort. Elle était ce qu'on peut appeler quelqu'un de très perturbé et racontait à tout le monde qu'elle était veuve. Elle le notait même sur les papiers administratifs. Du coup, à cause de son instabilité, elle a déménagé beaucoup avec son fils Lee, qui a fréquenté une 12aine d'écoles entre l'île d'Antigua et la Jamaïque. Puis il s'est lié d'amitié avec un certain John, un ancien petit ami de sa mère. Il a trouvé en lui une figure paternelle. John, quant à lui, c'est un homme qui vit de ses petites magouilles de faussaire. Il réalise des faux visas de haute qualité pour les habitants de l'île afin de les aider à se rendre aux États-Unis. C'est d'ailleurs comme ça qu'il rencontre Lee et sa mère. Alors qu'il n'a que 15 ans, sa mère part aux États-Unis et laisse son fils dans un minuscule logement, insalubre, sans eau courante ni électricité. John décide donc de prendre Lee sous son aile, il lui raconte son passé sombre, comme quoi c'est un vétéran de l'armée américaine et qu'il est en pleine procédure de divorce avec sa femme qu'il accuse de violence. Sur l'île, il vit avec ses enfants qu'il a tout simplement kidnappés du jour au lendemain sans prévenir sa femme. Lee est tout de même tout de suite fasciné par John. Il le voit comme un père et lui apprend tout un tas de choses. John le convertit même à l'islam, lui apprend 2 ou 3 mouvements de défense et lui apprend à tirer comme un vrai militaire. Pendant des mois, ils s'entraînent et renforcent leurs liens. Sauf qu'à un moment, il va se passer quelque chose qui va radicalement changer la vie de Lee. Un jour, John se fait épingler en fabriquant de faux papiers et décide donc de fuir aux États-Unis. Il embarque ses enfants et Lee avec lui et le dépose en Floride où est installée sa mère. Mais pas de chance pour John, il se fait repérer par sa femme qui a obtenu le divorce et la garde complète pendant qu'il était sur l'île. Il perd donc ses enfants et tombe dans une grosse dépression. Lee veut soutenir son ami et décide de lui rendre visite pour lui remonter le moral. Mais quand il arrive, il ne reconnaîtra pas John. Il a totalement changé et semble rempli de haine. Il déteste tout le monde et en particulier son ex-femme qui lui a arraché ses enfants. Il est tellement loin dans sa haine et sa folie qu'il embarque Lee dans son délire et commence une routine super rigoureuse. Tous les jours, ils font des activités physiques extrêmes, puis l'après-midi, ils font des exercices de tir et des séances de chasse en pleine forêt pendant des heures. Il arrive même que John attache Lee à un arbre et lui fasse subir un faux interrogatoire pour tester sa résistance. Il le conditionne à devenir une machine.
Pendant ses entraînements, il s'exile dans un refuge pour sans-abri. John est super autoritaire avec Lee et l'empêche de parler à ses amis ou même de prendre la parole tout court. C'est devenu un véritable tyran. Il a une énorme emprise sur Lee et l'a transformé en petit robot obéissant. Ses seules distractions sont des films de guerre, des jeux vidéo de bagarre ou de guerre qu'il doit visionner en boucle. En fait, John était en train de préparer son protégé à une mission top secrète. Mission top secrète qui commença en 2002. John jugera qu'ils seront prêts à accomplir leur mission et se rendre dans l'État de Washington. La première étape de leur mission consiste à abattre une femme de 21 ans d'une balle dans la tête. Et donc là, tout se connecte. Il n'y avait pas qu'un tueur, mais 2 tueurs qui ont terrifié les États-Unis toutes ces semaines. S'ils traversent les États-Unis et tirent sur n'importe qui, c'est qu'en fait, ils ont un but bien précis, tuer l'ex-femme de John. Les meurtres commis sur les victimes abattues au hasard, dans la rue ou encore dans les stations-service sont simplement commis pour attirer la femme de John. Donc comme vous maintenant, la police connaît enfin l'identité des tueurs et donc décide de dévoiler leur nom au grand public, tout comme les caractéristiques spécifiques de la voiture de John, une Chevrolet Caprice bleue. Et à l'aube, un matin, un conducteur aperçoit la camionnette des 2 tueurs qui passent en boucle à la télé. Même s'il fait encore nuit, il est sûr de lui. C'est bien Lee et John recherchés dans tous les États-Unis. Le problème, c'est que même s'il a mis la main sur les 2 criminels, le conducteur est super flippé. Comme tous les Américains, il sait très bien de quoi ces 2 hommes sont capables. Il ne veut donc prendre aucun risque. De loin, il voit que les 2 hommes sont encore en train de dormir dans leur véhicule. Il décide donc de se garer sur l'aire de repos en leur bloquant la route. En clair, il les empêche de sortir. Plutôt intelligent. Une fois qu'il fait sa manœuvre, le conducteur appelle donc la police et va se réfugier à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, le FBI débarque sur l'aire de repos, ils encerclent la voiture et arrêtent enfin John et Lee. Ils sont dans un piteux état. Lorsque la police les récupère, leurs habits sont en lambeaux et ils sont pleins de crasse. Ça fait des semaines qu'ils vivent dans leur voiture. La police découvre alors toutes leurs petites combines. À l'arrière du véhicule, ils ont fait un petit trou pour passer le canon du fusil et tirer sur n'importe qui. Lee est encore mineur quand il se fait arrêter. Il est plutôt consignant avec la police et raconte tout. Qu'ils ont tué 10 personnes et qu'ils ont blessé 6 personnes. En revanche, John ne décroche pas un mot et ça lui sera fatal. Les juges le condamnent à la peine de mort. Il sera exécuté par injection létale le 10 novembre 2009. Lee, quant à lui, est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce dossier sensible, si vous avez déjà entendu parler de cette histoire qui a secoué les États-Unis pendant 3 semaines. Certains ont encore des souvenirs intacts de cette folle histoire et d'autres sont complètement passés à côté.